Alors, je suis donc Catherine Bourguin, je suis là actuellement la présidente de la Fondation Sciences Citoyennes et je vous souhaite au nom de la Fondation la bienvenue à cette journée autour des questions d'alerte, d'expertise et de démocratie. Alors pour commencer, quelques petits remerciements. D'abord, on doit bien remercier la sénatrice Marie-Christine Blandin qui va intervenir tout à l'heure, avec laquelle on travaille à la Fondation depuis presque une dizaine d'années maintenant sur ces questions et qui nous a permis de pouvoir être au Sénat aujourd'hui. Et puis il y a aussi les groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée Europe Écologie Les Verts, parce qu'ils nous ont donné un peu de réserve parlementaire qui permettent d'avancer sur ces questions et de financer cette journée. Et puis moi je tiens aussi personnellement à remercier les salariés de l'association qui se sont beaucoup investis dans la réalisation de la mise au point de ce colloque. C'est Glenn Millot, Fabien Piasecki et Christophe Morvan. Voilà, et puis alors pour finir, un grand remerciement par avance à tous les orateurs que l'on a sollicités pour participer à cette journée et qui ont pour la plupart accepté avec enthousiasme, répondu rapidement et avec enthousiasme à notre invitation. À l'heure de maintenant, il n'y a qu'une personne qui a annoncé ne finalement pas pouvoir se joindre à nous. C'est Pierre Lecause qui devait intervenir cet après-midi. Il a appelé à 5 h du matin pour dire qu'il était malade. Donc on est vraiment désolé, mais là, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, en organisant cette journée, on avait dressé une longue liste de contacts susceptibles de relayer notre invitation. Et très rapidement, 3 jours après l'annonce de la tenue du colloque, les inscriptions étaient pleines. Alors... On sait bien, dans ces colloques, les gens s'inscrivent, ils ne viennent pas forcément. Peut-être que c'est l'heure courant, les gens vont arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sujet et la façon qu'on propose de le traiter suscite un intérêt assez vaste. Et notre constat, c'est que cet intérêt nous oblige. Et donc, on va mettre tout en œuvre pour que les échanges de cette journée soient publiés sous forme d'actes le plus rapidement possible. Et par ailleurs, comme vous l'avez vu, la journée est filmée. Et on espère pouvoir en tirer des moments qu'on pourra mettre accessibles en ligne assez rapidement également pour que voilà, les réflexions et les échanges qui sont tenus aujourd'hui puissent irriguer un maximum de personnes. Alors, quelques mots sur la Fondation Sciences Citoyennes. C'est donc une association, contrairement à son nom, une association en 1901 qui a été fondée en 2002 avec un objectif très large de favoriser et prolonger le mouvement d'appropriation citoyenne et démocratique de la science afin de la mettre au service du bien commun. Alors ça, c'est un chapeau un peu large, mais depuis notre fondation, les questions de protection des lanceurs d'alerte sanitaires et environnementales, éveilleurs de conscience et acteurs centraux de la plupart des grandes affaires de sécurité alimentaire et environnementale de ces dernières années, constituent un thème central de notre action. Grâce notamment à la présence parmi les administrateurs fondateurs de 2 lanceurs d'alerte, Jacques Testard qui est en face de moi et André Sicolella qui va arriver et qui parle dans cette première session. Alors notre première action en tant qu'association sur cette question remonte à 2003 où nous avons organisé à Jussieu un premier colloque sur le thème, intitulé, je cite parce que c'est, je crois intéressant de voir comment notre façon de problématiser la question a évolué au cours du temps. Le premier colloque donc s'appelait « La protection des lanceurs d'alerte sanitaire ». C'était son titre et donc à cette occasion notre objectif était de faire connaître à travers différents exemples les enjeux sel, alimentation et santé, les pesticides, les effets des pesticides, des risques chimiques, des rayonnements ionisants ou non ionisants. Donc faire connaître la situation des lanceurs d'alerte, de certains cas de lanceurs d'alerte, insister sur le vide juridique qui existait autour de leur protection en France, et sur les mesures existantes possibles, mises en place dans certains autres pays ou envisageables pour protéger les lanceurs d'alerte et examiner les alertes dont ils faisaient part. Alors la poursuite de nos engagements et de notre réflexion sur cette question nous a conduit à proposer en 2007 que le Grenelle de l'environnement retienne la nécessité de protection des lanceurs d'alerte. Parmi ces recommandations, et cette idée a été reprise par le Grenelle de l'environnement à l'unanimité. Et en 2008, nous avons soutenu 3 cas de lanceurs d'alerte relativement emblématiques. Il y avait parmi ces lanceurs d'alerte 2 chercheurs, Christian Vélo et Pierre Menton, et une représentante associative, Véronique Lapides. Donc on a fait une campagne de soutien autour de ces lanceurs d'alerte.
On avait quand même bien en tête que notre engagement à leur côté était important, mais il n'a jamais s'agi pour nous de devenir une agence de traitement des alertes. L'association n'a jamais envisagé de se spécialiser dans cette fonction, faute de moyens bien sûr, mais surtout parce que nous souhaitions que cette fonction de protection et d'étude de l'expertise revienne à une agence nationale indépendante, en charge de traiter les questions d'alerte et d'expertise de façon conjointe, dans la mesure où protéger les personnes, les lanceurs d'alerte, implique de protéger le processus de l'expertise en garantissant notamment les conditions de son indépendance, de sa transparence et de son caractère contradictoire. Et donc, en 2008, on a organisé un second colloque au Sénat, sous l'invitation de Marie-Christine Blandin à l'époque déjà. Et cette fois, notre colloque était intitulé « Lanceurs d'alerte et système d'expertise, vers une législation exemplaire en 2008 ». Donc nous affichions l'importance de lier les deux dans un processus de législation. Et ce fut notamment l'occasion de présenter une définition de ce à quoi pouvait ressembler une haute autorité de l'alerte et de l'expertise, comme nous avions proposé de l'appeler à cette époque. Alors ce colloque de 2008 a été poursuivi par un travail en collaboration avec deux juristes, Marie-Angèle Hermite et Christine Moinville, travail qui a conduit à l'écriture d'un projet de loi qui a lui-même servi de base à la proposition qui a été déposée par le groupe Europe Écologie Les Verts au Sénat en 2012. Et donc la première table ronde de la journée sera l'occasion de préciser le contenu de la loi qui a effectivement été votée sur cette question, qui selon nous détricote en partie le projet initial qui était le nôtre de lier très fortement protection de l'alerte et constitution d'une autorité indépendante pour l'expertise. Et ça sera l'objet du débat, une partie de l'objet du débat de cette première table ronde, qui permettra également d'élargir la focale depuis les lanceurs d'alerte sanitaires et environnementaux, qui étaient notre principal sujet au départ, à la question plus large des lanceurs d'alerte pour lesquels un certain nombre de dispositifs de protection ont été récemment votés, mais qui créent un millefeuille législatif qui n'est pas sans poser de problème. On va en parler juste après cette introduction. Alors l'engagement de la Fondation Sciences Citoyennes sur les questions d'expertise s'est également déployé autour de la traque aux conflits d'intérêts financiers, particulièrement nombreux dans le domaine des biotechnologies végétales et de la santé, qui sont les domaines sur lesquels nous nous positionnons le plus. Et donc nous nous sommes intéressés plus généralement aux conditions de production des savoirs qui sont mobilisés par les expertises. Et nous revendiquons l'importance de prendre en compte les savoirs produits par les usagers, par les patients, par les personnes concernées et mobilisées autour des questions. Et cette façon de poser le problème sera un petit peu la trame de fond de la deuxième et de la troisième table ronde de la journée, qui seront respectivement consacrées à la déontologie et à l'encadrement de l'expertise et au lien entre expertise et décision. Donc voilà, ça c'est pour les trois premières tables rondes. Alors au-delà des nécessaires avancées sur ces sujets, nous avons toujours considéré à la Fondation que le recours au comité d'experts, aussi pluraliste et contradictoire puisse-t-il être, ne doit pas conduire à étouffer ou à confisquer le débat politique. Certaines questions ne doivent pas être traitées par les comités d'experts. Il faut d'autres dispositifs pour les traiter et pour dégager des recommandations qui correspondent aux besoins de la société. Et cette question fera d'une certaine façon l'objet de la dernière table ronde que nous avons intitulée « Au-delà de la consultation et de la concertation, la participation ». Et c'est une session qui sera en particulier l'occasion de présenter et de discuter la procédure des conventions de citoyens, sur laquelle la Fondation travaille également depuis plusieurs années, pour laquelle on a également rédigé une proposition de loi. Il a été, la convention de citoyenne dont il a été pas mal question ce matin avec le rendu de la convention, la conférence, merci, de citoyens sur la fin de vie. Enfin, on pourra discuter de tout ça dans la dernière session. Alors pour finir, comme vous l'avez constaté en lisant le programme, les intervenants de cette journée sont alternativement chercheurs et ou, certains ont plusieurs casquettes, représentants associatifs ou politiques, et on a construit ce programme à l'image des conditions de la mise en démocratie des questions scientifiques et techniques que nous prenons à la Fondation Sciences Citoyennes. Mais nous avons également souhaité que le temps d'échange et de débat avec la salle soit important,
Je compte donc sur les intervenants, pour ceux qui sont là, et puis on le rappellera tout au long de la journée, de bien jouer le jeu, de respecter les temps de parole pour pouvoir laisser de véritables temps aux échanges avec la salle. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne journée en espérant que ce colloque sera fructueux en réflexion, utile pour les mobilisations à venir. Voilà, merci. Donc je vais appeler maintenant à la tribune les intervenants de notre première table ronde. Alors Nicole Marie Meyer, Marie-Christine Blandin et André Sicolella. Maintenant vos noms s'affichent. Alors voilà, bah écoutez, je pense qu'on va commencer directement, sans tarder. Donc je vais donner la parole à Nicole Marie Meyer, de Transparency International France, qui va nous parler de la protection des lanceurs d'alerte en France et dans le monde. Nicole. Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Merci. Donc quelques mots sur Transparency pour dire d'où je parle. Transparency est la principale organisation internationale de lutte anticorruption avec plus de 110 sections dans le monde. Nous définissons la corruption comme le détournement à des fins privées d'un pouvoir délégué. Elle touche donc tout le champ de l'activité humaine. Nous lions étroitement corruption et pauvreté parce que ce fléau détruit d'abord les pays les plus pauvres et les plus pauvres en nos pays, accroissant les inégalités. Parmi nos axes prioritaires, le droit d'alerte, pierre de touche de la démocratie et de la citoyenneté, au point qu'en Suède, c'est un crime. En fait, c'est reconnu comme un crime qualifié que de les représailles contre un lanceur d'alerte. Je le dis entre parenthèses. Donc, Transparency International définit l'alerte éthique comme le signalement d'un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant à l'intérêt général, aux instances ayant le pouvoir d'y mettre fin. En des temps où souffle l'esprit de défaite, d'impuissance, sinon de désespérance, il est juste de saluer les avancées accomplies par la France en 2013 en matière de loi anticorruption et particulièrement de droit d'alerte, tant au plan législatif qu'au plan d'une évolution de l'opinion publique et des mentalités. De remercier en premier lieu les lanceurs d'alerte scientifiques qui, pionniers chez nous, ont porté ce combat et en ont payé le prix. Mais aussi gouvernements et parlementaires qui, il est vrai, sous l'aiguillon du Mediator et l'onde de choc Cahuzac, mais aussi par conviction et avec l'appui d'11 ONG engagées en faveur des lanceurs d'alerte en France, ont cette année comblé une part, mais seulement une part du retard que la France accuse en la matière. Retard au regard du monde, puisque le droit d'alerte, expression de la liberté, extension de la liberté d'expression, date de 1863, retard au regard de l'Europe, puisque Royaume-Uni ou Allemagne, par exemple, ont légiféré dès 1998, mettant en place agences indépendantes ou médiateurs, fondations caritatives ou associations pour les victimes. Retard démocratique, parce qu'aucune loi ne peut être appliquée, ni aucun pacte républicain perdurer, ni même aucune confiance exister, si le citoyen qui obéit à la loi et fait son devoir n'est pas protégé. Avec aujourd'hui 6 lois en faveur des lanceurs d'alerte, dont 4 datent de 2013, 3 votées, 1 en cours, la France, dotée d'une législation partielle, c'est-à-dire par segment, se place dans une moyenne européenne. Elle a notamment tourné une page historique, et j'en suis fort heureuse. Ce 5 novembre 2013, en adoptant avec la loi relative à la fraude fiscale et la grande criminalité économique et financière, l'article 35 qui protège le signalement des crimes et délits pour les secteurs publics et privés. Pour mémoire, la France était jusqu'au 5 novembre 2013 la seule au monde, parmi plus de 60 pays dotés du droit d'alerte, à ne pas protéger l'agent public signalant des faits de corruption ou plus généralement crimes ou délits. Vous mesurez la gravité de cette carence et de cette particularité, sachant que tous les autres pays ont en premier lieu protégé leur fonction publique, c'est-à-dire le cœur de la loi. C'est pourquoi le rapport 2013 de Transparency, Whistleblowing in Europe,
qui est assez sévère avec nous, réalisé avec le soutien de l'Union européenne et paru le même 5 novembre, grande coïncidence historique, l'a décrit comme « an international oddity », une bizarrerie, une incongruité internationale. C'est aussi la première loi française, fraude fiscale et grande criminalité, qui autorise toute saisine, dont la presse, également la saisine du service central de prévention de la corruption, jusque-là réservée aux administrations spécialisées. La France a par ailleurs adopté, avec la loi Blandin du 16 avril 2013 sur l'alerte sanitaire et environnementale, une loi singulière, puisqu'au-delà du signalement des infractions, elle protège toute information dont la méconnaissance induirait un risque, incluant donc le principe de précaution, ou pour le dire autrement, une loi privilégiant Antigone à Créon, et qui, la seconde parmi nos 6 lois françaises, pourrait autoriser un signalement à la presse si du moins l'amendement en cours réconcilie son préambule et le corps du texte, où seuls employeurs, autorités administratives et judiciaires sont autorisés. Une loi triplement pionnière, puisqu'elle décrit les premières modalités de fonctionnement des alertes et de l'expertise dans un segment. Nous voici donc humblement à l'orée du chemin, sans définition globale du lanceur d'alerte, sans loi globale, avec une saisine partielle et variable de la société civile, des décrets d'application à suivre pour la loi Blandin et la loi Transparence, des modalités à inventer, sans agence indépendante de l'alerte, sans canaux ni procédures sécurisées, internes et externes, sans garantie de confidentialité ou possibilité d'anonymat inscrite dans la loi, sans guide ni fondation caritative pour les victimes. Alors les sources récentes, avant que j'approfondisse 2 points. Le rapport 2009 du Conseil de l'Europe sur les donneurs d'alerte, qui suggère une différence culturelle entre les pays occupés et les pays demeurés libres. Le magistral rapport 2011 du Service central de prévention de la corruption, qui donne le cadre international et national. L'enquête 2012 de Stephen Soll et Michael Levy pour le Conseil de l'Europe, avec les arrêts de la Cour européenne en faveur des lanceurs d'alerte et une étude de faisabilité d'un instrument juridique européen. Le guide 2012 de nos principes directeurs, mon rapport 2012 sur la France, le droit des conflits d'intérêts de Lionel Benech, et le rapport 2013 Whistleblowing in Europe sur les dispositifs européens, qui prépare une recommandation du Conseil de l'Europe sur les donneurs d'alerte devant être suivie d'une convention cadre entre les États parties pour un statut européen du lanceur d'alerte. Pour les dispositifs d'alerte, l'enquête 2008 de la CNIL, la revue CFDT cadre de juin 2010, l'article de Christelle Didier, l'alerte professionnelle en France, un outil problématique au cœur de la RSE. Alors, les conventions internationales et nos principes directeurs. La définition de l'alerte éthique, ou whistleblowing, soufflée dans le sifflet, s'est élargie en 30 ans au fil des crises, passant de l'alerte professionnelle à l'alerte citoyenne et des fraudes comptables et financières à la notion de risque pour autrui. Pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2010, le donneur d'alerte est toute personne qui tire la sonnette d'alarme afin de faire cesser des agissements pouvant représenter des risques pour autrui. Vous voyez qu'ONG comme État convergent aujourd'hui vers le concept de signalement dans l'intérêt général. Contrairement au délateur qui monnaie un profit personnel, le lanceur d'alerte, œuvrant pour l'intérêt général, se trouve en conflit de devoirs, obéissance hiérarchique, loyauté envers son employeur, devoir de réserve, et en risque de tout perdre, emploi, famille, crédit. C'est pourquoi les conventions internationales, comme les législations nationales, s'attachent à le protéger des représailles, sachant qu'il inscrit une éthique de la responsabilité au sein de l'activité économique, permet la prévention de tragédies, la mise à jour de la corruption et des réformes nécessaires, soit une meilleure gouvernance démocratique, toutes données à transcrire dans le droit. Les 2 barrières à faire tomber sont la peur des représailles et la peur que l'alerte, outre le fait de briser sa propre vie, soit parfaitement inutile, qu'elle ne soit pas relayée, qu'elle ne soit pas entendue, qu'elle ne soit pas traitée. Alors, sans remonter à Solon ou aux Grecs, le droit d'alerte né en 1863 aux États-Unis avec le False Claims Act est régi maintenant par des conventions et recommandations internationales qui sont les suivantes. La Convention ONU-OIT 82, la Charte sociale européenne 1996, le Conseil de l'Europe 1999 et 2010,
Les Nations Unies 2003, l'OCDE 97 et 2009, qui associe fédérations patronales et syndicales. Il fait aussi l'objet du plan anticorruption du G20 de Séoul de 2010 avec des principes directeurs. Alors, brièvement, les conventions, vous les retrouvez dans une communication que j'ai faite le 4 juillet, donc je ne vais peut-être pas vous ennuyer dans le détail, mais je vais citer les grands titres qu'il faut connaître parce que ça nous permet de mesurer où on en est, nous, aujourd'hui, avec toutes nos lois. La Convention civile sur la corruption du Conseil de l'Europe de 1999, entrée en vigueur en France en 2008. L'article 9 prévoit la protection des employés signalant des faits de corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption dite de Mérida de 2003, entrée en vigueur en France en 2005, dont l'article 8 prévoit des dispositifs d'alerte dans la fonction publique pour les faits de corruption et l'obligation pour tout agent de signaler toute activité, tout emploi, tous avoirs ou dons d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts. L'article 13 qui prescrit des organes de prévention connus du public et accessibles pour tout signalement d'infraction, y compris sous couvert d'anonymat. Et l'article 33 prévoit la protection de toute personne qui signale aux autorités compétentes de bonne foi et sur la base de soupçons raisonnables des faits de corruption. Nous avons ratifié ces traités depuis 10 ans, je le rappelle. En 2009, Transparency publiait ses principes directeurs pour une législation de l'alerte, revue en 2012. Nous recommandons une seule législation explicite, complète, détaillée pour la protection des lanceurs d'alerte des secteurs publics et privés. Elle doit comporter des canaux sécurisés de recueil de l'alerte interne et externe, des procédures précises et efficaces d'investigation et de suivi, garantir une enquête indépendante et des mécanismes de pourvoi, tout comme le juste dédommagement des représailles subies. Les signalements doivent inclure, sans illimité, crimes et délits, erreurs judiciaires, atteintes à la santé, la sécurité ou l'environnement, abus de pouvoir, usage illicite des fonds et des biens publics, graves erreurs de gestion, conflits d'intérêts et dissimulation des preuves afférentes, soit un champ plus large que le Public Interest Disclosure Act, qui est la grande loi de référence de 1998. La charge de la preuve incombe à l'employeur au-delà de tout doute raisonnable. Un organisme indépendant doit être le garant du bon fonctionnement de la loi. Alors, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe en 2010 adopte des dispositions sur la même ligne, en invitant ses membres à passer en revue toute leur législation, donc toutes les fractions, toutes les portions du droit. Mais la résolution précise, la définition des révélations protégées doit inclure tous les avertissements de bonne foi concernant divers actes illicites, y compris toutes les violations graves des droits de l'homme, qui affectent ou menacent la vie, la santé, la liberté ou tout autre intérêt légitime des individus en tant que sujet de l'administration publique ou contribuable, ou en tant qu'actionnaire, employé ou client des sociétés privées. Bon, elle doit offrir une alternative sûre au silence en prévoyant évidemment des canaux de signalement, des mesures de protection, même renversement de la charge de la preuve, qui est un standard international, ainsi qu'une garantie d'un organisme de contrôle indépendant. En 2010, les membres du G20 s'engageaient à Séoul à promulguer et mettre en œuvre d'ici fin 2012 une législation du droit d'alerte pour les secteurs publics et privés. Et en 2011, le G20 fixait des principes directeurs avec comme bonne pratique l'adaptation d'une législation spécifique dans un souci de clarté pour garantir la sécurité juridique et pour éviter une approche fragmentaire. Alors, le Royaume-Uni, avec le Public Interest Disclosure Act de 1998, semble tenir lieu d'exemple jusqu'à présent dans ce domaine du droit. Afrique du Sud, Autriche, Corée du Sud, Irlande, Italie, Luxembourg, Japon et Norvège s'en sont notamment inspirés pour mémoire. L'APIDA protège depuis 1998 les secteurs publics et privés, y compris les policiers, pour le signalement de crimes et délits, erreurs judiciaires, atteintes à la santé, la sécurité, l'environnement et dissimulation des preuves afférentes. L'agent peut saisir son employeur, les autorités ou la presse, selon un degré de proportionnalité et de claires modalités inscrites dans la loi. Il est maintenu sur son poste jusqu'au procès et il n'est pas de limite aux dédommagements qui sont fixés en fonction du préjudice réel. Par ailleurs, ça c'est quelque chose de très nouveau, en 2013, l'APIDA vient d'exclure la notion de bonne foi comme non pertinente
ne retenant uniquement que le critère d'intérêt général à l'usage et au fonctionnement de cette loi. Alors le droit d'alerte est aujourd'hui présent dans plus de 60 pays, lois globales ou dispositions sectorielles, avec quelques guides détaillés, entre 10 et 50 pages, pour les lanceurs d'alerte. En Europe, hors la Suède, dont la loi sur la liberté d'information de 1766 garantit le droit pour un lanceur d'alerte de saisir les autorités comme la presse au point que les représailles contre un lanceur d'alerte sont un crime. Donc, hors la Suède, la première vague de loi suit la PIDEC 98. Alors, pour exemple, les Pays-Bas adoptent en 2001 la protection du service public, en 2006 une agence pour l'éthique et l'intégrité du service public, en 2011 développe un bureau national du médiateur, en 2012 ouvre une antenne juridique pour les lanceurs d'alerte, en 2013 une maison des lanceurs d'alerte. La Roumanie, dès 2004, protège son secteur public avec saisine légale de la société civile, y compris la presse. La Belgique vote 7 lois à dater de 2005. La deuxième voie suit notre rapport de 2009 et la résolution 1729 du Conseil de l'Europe de 2010. La Hongrie adopte ainsi en 2010 une loi globale pour les secteurs publics et privés. En 2013, cependant, seuls 4 pays ont des législations avancées et spécifiques. Le Royaume-Uni 98, la Roumanie 2004, la Slovénie 2010, le Luxembourg 2011. 16 pays, dont la France, ont des législations partielles, 7 des dispositifs totalement inadéquats. Alors, notre rapport note que nombreux sont les pays européens en deçà des standards internationaux, que peu respectent même la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne de 2000, les principes du Conseil de l'Europe, de l'OCDE ou de l'ONG. Nombreuses sont les lois imprécises ou qui comportent lacunes et exceptions, font régulièrement défaut une définition claire de l'alerte éthique, les procédures idoines, une garantie de confidentialité et une protection contre les poursuites abusives pour diffamation. Où en est la France dans ce paysage ? La France ne possède pas à ce jour de dispositif général protecteur des lanceurs d'alerte. Il n'existe ni obligation légale générale qui s'imposerait à l'ensemble des citoyens de signaler crimes ou délits, atteintes à l'intérêt général ou la santé publique, ni définition ou protection globale de l'alerte, mais avec 5 lois votées puisqu'une est en cours, 5 dispositions partielles et déjà 2 autorités régulatrices désignées, d'autres devant être nommées par décret. Alors les résistances à l'alerte ont été très élevées, on ne va pas revenir dessus puisque vous en avez parlé. Vous savez qu'elles ont cédé, on pourrait dire, à dater du Mediator sous la poussée à la fois de la société civile, de certaines fondations des lanceurs d'alerte, mais aussi suite à cette longue réflexion qu'avaient entrepris les entreprises depuis les années 80-84 avec les codes d'éthique qui étaient mis en place dans les entreprises. Ne jamais oublier les rapports Larcher et Lepage qui ont accompagné l'évolution des mentalités. Et comme vous le savez aussi, les syndicats étaient très réticents, divisés. Ils ont été saisis essentiellement par leurs collègues africains, et c'est sous la saisine des collègues africains des multinationales qu'ils s'y sont tardivement reliés en demandant dans un manifeste de 2012 l'inscription du droit d'alerte dans les conventions de l'OIT. Donc, notre législation adoptée sous la pression internationale, la loi de 2007, ou l'urgence émotionnelle, les lois de 2013, est tardive, fragmentaire, et en l'absence de contrôle institué et de moyens dédiés, pourrait demeurer faiblement opérationnelle. En vertu du Code pénal, toute personne avertie d'un crime qui peut encore être prévenue, donc notre législation. En vertu du Code pénal, toute personne avertie d'un crime qui peut encore être prévenue a le devoir de le signaler au procureur de la République, devoir assorti d'une sanction pénale. La sanction est néanmoins encourue uniquement en cas de crime spécifique contre la nation ou les personnes protégées, terrorisme ou pédophilie, non en cas de corruption qui nous réunit aujourd'hui. Selon le Code de procédure pénale, l'agent public est tenu de signaler crimes et délits, mais aucune sanction pénale ne l'y contraint. Et jusqu'à la loi du 5 novembre, il était plutôt soumis à des sanctions disciplinaires, sinon même au licenciement. Donc, carence réparée par la loi du 6 février 2013. Jusqu'au 1er mars 2008, le salarié français du secteur privé protégé de toute discrimination ou harcèlement sexuel ou moral n'était pas protégé d'un licenciement s'il signalait des faits de corruption. Alors, depuis la loi du 13 novembre, le salarié est désormais protégé s'il signale de bonne foi des faits de corruption constatés dans l'exercice de ses fonctions secteur privé,
avec renversement de la charge de la preuve, depuis la loi du 29 décembre, loi Bertrand relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé, le signalement de faits relatifs à la sécurité des produits est protégé avec renversement de la charge de la preuve. Depuis la loi du 16 avril relative à l'indépendance de l'expertise, donc l'alerte sanitaire, une première définition restreinte du lanceur d'alerte intègre notre corpus législatif et les personnes physiques et morales disposent d'une protection contre toute représaille s'ils signalent tout risque grave afférent la santé publique ou l'environnement avec renversement de la charge de la preuve. La loi du 11 novembre 2013 relative à la transparence de la vie publique définit le conflit d'intérêts et prévoit, en section 6, la protection des lanceurs d'alerte, la protection de toute personne qui signale des faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts avec renversement de la charge de la preuve et saisine possible des associations et ONG anticorruption nominées par décret. Enfin, la loi du 6 décembre relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance protège donc les lanceurs d'alerte témoignant de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime avec création des promulgations, donc c'est fait, d'un article du Code du travail, mais aussi l'ajout d'un article dans le Code de la fonction publique. Donc, avec renversement de la charge de la preuve, cette loi prévoit la saisine directe par le lanceur d'alerte, donc toute la société civile peut être saisie, mais aussi le service central de prévention de la corruption désigné comme autorité régulatrice. Enfin, l'avant-projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit un droit d'alerte dans la fonction publique se limitant au conflit d'intérêts. C'est la loi qui est en cours, elle n'est pas votée. Avec renversement de la charge de la preuve sur nos recommandations parce qu'elles n'étaient pas à l'origine, nous demandions que tout le champ de la probité soit protégé et non seulement le conflit d'intérêts. Mais dans la mesure où maintenant, si vous voulez, le signalement des crimes et délits est acquis par la loi sur la fraude fiscale depuis ce 6 décembre, nous sommes évidemment très satisfaits. Nous avions fait de la protection de l'article 40 une de nos priorités. Alors, outre la loi de 2007, des dispositifs d'alerte ont été mis en place en entreprise dès 2005 dans le cadre de la loi Sarbanes-Oxley, soumis à autorisation de la CNIL, facultatif et restreint strictement au signalement de faits graves de nature comptable ou financière, lutte contre la corruption ou manquement aux droits de la concurrence. Sont exclus tous les faits graves hors ce champ, tels atteinte aux droits de l'environnement, risque pour la sécurité informatique ou l'intégrité physique ou morale des employés. Notez ce paradoxe, 2 lois viennent d'être votées pour le signalement de faits graves dans les domaines de la santé et de l'environnement, mais le dispositif d'alerte français en ces domaines n'est pas autorisé. À ce jour, 3120 entreprises ont souscrit un engagement de conformité à ce dispositif et malheureusement, parce que nous en aurions tous cruellement besoin, aucune donnée n'a été publiée par la CNIL depuis 2008, ni répertoire, ni suivi de ces dispositifs qui pourraient nous servir d'exemple pour toutes les modalités d'application de toutes les lois que nous avons maintenant. Alors, nos recommandations pour conclure très rapidement, je suis consciente de vous noyer sous un déluge de faits, mais il est assez important d'avoir le cadre large. Donc, nos recommandations sont toujours les mêmes. Si nous saluons, et je l'ai fait et je souhaite le redire, si nous saluons cette vague de lois anticorruption jamais connue depuis 20 ans, dit le Gréco, cette révolution française 2013 pour le droit d'alerte, nous craignons bien évidemment un nouveau millefeuille français, sans contrôle institué ni moyens dédiés. C'est de la sécurisation des canaux et des procédures et d'une agence indépendante que dépend le succès de ces 5, bientôt 6 lois. Donc une étude de la CNIL serait très appropriée, une thèse ou un master sur ces sujets également. Donc les fondations peuvent soutenir toute thèse ou master dans ces domaines. Nos recommandations demeurent. J'ai le sentiment de me rabâcher, mais bon. Nos recommandations sont une autorité, une loi explicite et complète pour les secteurs publics et privés et des dispositifs d'alerte au champ étendu et rendu obligatoire. À noter que l'Irlande, qui avait commencé par un petit millefeuille en traitant par segment, s'est reconvertie et est en train d'achever la loi qui sera sans doute la plus solide au monde, devant même la PIDA. Deuxièmement, une autorité indépendante, agence anticorruption ou bureau de l'alerte, il en existe des
gouvernementaux ou indépendants, ou les deux dans la majorité des pays qui ont mis en place un droit d'alerte. Le SCPC est donc désigné comme régulateur. Il pourrait, avec des moyens adéquats, recueillir l'alerte de tout citoyen et notamment mettre en place un portail autorisant l'anonymat, si ces moyens étaient un petit peu augmentés. Parmi les associations ou autorités désignées, le défenseur français des droits devrait pouvoir être saisi, y compris par l'agent public, ce qu'il ne peut pas aujourd'hui. ONG, académies, patronat et syndicats associés par domaine d'expertise. 3, le troisième point important, une fondation associative, une fondation caritative, de soutien aux victimes, à l'instar des autres pays, Allemagne, Afrique du Sud, Australie, Canada, Royaume-Uni, Suisse, etc. La fondation britannique Public Concern Network, que vous connaissez, où 60 centres de Transparency offrent ainsi dans le monde conseils et assistance gratuits et confidentiels aux victimes. Pour mémoire, et je vais achever avec cela, pour mémoire, Public Concern Network, issu en 1993 de la société civile suite à des drames multiples, déraillement d'un train, explosion d'une plateforme pétrolière, naufrage d'un ferry, faillite d'une banque et sévices 13 ans sur enfants, drames qui auraient tous pu être évités car les équipes en étaient averties ou avaient lancé l'alerte. Cette fondation, donc née en 1993, a déjà recueilli plus de 20 000 alertes, dont 71% avaient été ignorées en interne, lancées mais non traitées en interne. Et en 2012, par exemple, on voit que 90% des cadres britanniques déclarent ne pas craindre de faire un signalement contre 54% de leurs homologues européens. Il faut voir qu'au départ, l'Angleterre avait aussi une espèce de réticence vis-à-vis. Donc on voit comment la société a évolué avec ce système de droit qu'ils ont mis en place. Nous restons donc vigilants quant à la mise en œuvre de ces lois, sécurité des canaux, indépendance des contrôles, multiplicité des acteurs impliqués, confidentialité et possible anonymat. La France a été pionnière en matière des droits de l'homme. Je ne doute pas que nous soyons capables d'innover dans le domaine des procédures et de l'expertise. Alors je propose qu'on prenne les 3 interventions à la suite pour ouvrir un débat plus large qui reprendra les éléments des uns et des autres. Et donc je donne la parole à André Cicolella, président du réseau Action... Réseau Environnement Santé des Équipes. Chercheur en chimie-toxicologie et également administrateur de la Voilà. Oui, législation partielle, faiblement opérationnelle, je rebondis sur les mots de notre ami Nicole. Effectivement, on en est là aujourd'hui et on voit bien que c'est tout à fait insuffisant. Et l'actualité nous a donné encore des exemples. Je vais citer l'aspartame. L'aspartame, vieux serpent de mer là, qui ressort cette semaine, puisque l'agence européenne a rendu un rapport. Et la presse en a assez largement rendu compte en disant ben, l'aspartame est exonéré, donc l'agence européenne a dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc on a, une nouvelle fois, on a synthétisé dans un communiqué de presse le rapport que nous avions envoyé à l'EFSA, donc l'agence européenne, un rapport de 22 pages de critique, et dont on a repris quelques exemples. J'en ai quelques exemples. Pourquoi nous avons repris effectivement le titre du communiqué de presse, jusqu'à combien de temps encore va durer la fraude. On est en présence d'une fraude qui dure depuis 40 ans et qui est couverte par toutes les agences de sécurité sanitaire dans le monde. Alors dire ça, ça peut apparaître un propos totalement parano, et pourtant c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et on a encore, c'est intéressant de voir le processus qui a été suivi encore par l'EFSA, suite à l'interpellation que nous avions fait en tant que réseau environnement santé, qui était de demander effectivement que les documents, les études sur lesquelles reposait la dose journalière admissible, c'est-à-dire la norme, soient rendus publics. Nous avions obtenu effectivement qu'il y ait une réévaluation de cette DJA à échéance 2012, qui a été reportée à 2013. Et on a un rapport qui ne change strictement rien, et on a mis effectivement en avant quelques critiques qui expliquent bien le processus suivi. C'est-à-dire l'agence, la démarche est très simple, elle consiste effectivement à faire semblant. Donc elle fait semblant de rassembler effectivement les parties prenantes, elle fait semblant de collecter tous les avis, et elle rend son avis en disant le panel
a pris position. Voilà. Donc position d'autorité, sans avoir besoin de s'expliquer d'ailleurs sur les raisons. Je donne un exemple. On avait trouvé dans le rapport qui avait été rendu public en février dernier, une partie qui était un copier-coller. C'était un copier-coller d'un rapport publié par un consultant qui s'appelle Burdock Consultant. C'était sur les troubles cognitifs. Donc c'était un copier-coller de ce rapport publié en 2007 qui annonçait clairement la couleur, c'est-à-dire que c'est un rapport qui était financé par Ajinomoto, fabricant d'aspartame. Et on retrouve ce copier-coller dans le rapport de 2013 de l'EFSA. Donc on signale ça dans notre analyse, notre critique de 22 pages, et l'EFSA dit effectivement, on a bien noté, et c'est une erreur. C'est une erreur, c'est pas une erreur de faire la copier-coller d'un rapport d'un consultant. En plus, ce rapport date de 2007, donc on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tenu compte effectivement des études parues depuis. Ça, mais le rapport de l'EFSA, lui, paru en 2013, ne tient pas compte des études parues depuis, notamment une série d'études qui montrent des effets qui devraient conduire à fixer une dose journalière admissible à peu près 2000 fois plus faible que la dose journalière admissible actuellement. Autre exemple, dans le rapport de l'EFSA, dans les études parues récemment, l'étude de l'INSERM sur la consommation de soda light. Donc une étude sur la cohorte de l'Amgen, c'est-à-dire 60 000 femmes suivies, une cohorte vraiment, un travail tout à fait solide, indiscutable, et qui aboutit effectivement à la conclusion qu'une consommation régulière un ou deux sodas par jour, ce qui n'est pas extraordinaire, se traduit par un taux de diabète élevé de 25%, ce qui est considérable, sachant effectivement la population concernée. Donc là aussi, nous avions mis dans la note la référence à cet aspect-là. Réponse prise en compte de l'EFSA, oui, mais notre rapport ne concerne que l'aspartame. Parce que là, dans le cas précis des soda light, l'aspartame est avec son cousin germain qui s'appelle l'acésulfame K, et donc il y a deux édulcorants. Et donc le rapport d'expertise dit ça ne nous concerne pas. Donc on voit bien, je peux développer encore d'autres exemples parce que sur les 22 pages, notamment quand même le cœur du problème qui fait qu'on peut parler de fraude, c'est le fait que cette dose journalière admissible est basée sur des rapports datant de 1973 et 1974, publiés par les laboratoires Hazelton, qui n'ont jamais été publiés dans la littérature scientifique. Donc, premier critère de déontologie, on ne doit examiner dans une expertise que les rapports qui ont fait déjà l'objet d'une publication, et donc un premier niveau de validation avec les limites que l'on connaît, c'est-à-dire l'évaluation par les pairs. Donc ces rapports de 73 et 74 n'ont jamais été publiés. On sait qu'ils ont été faits dans des conditions tout à fait désastreuses, parce que la Food and Drug Administration en 1977 a fait un rapport qui s'appelle le rapport Bressler, et on a un témoignage, on a ce rapport déjà, et on a un témoignage d'une des auteurs de ce rapport qui s'appelle Jacqueline Verrette, qui a témoigné notamment devant le Congrès américain sous serment. Et donc Marie-Madeleine Robin avait retrouvé d'ailleurs la vidéo dans le film qu'elle avait fait sur le sujet il y a 2 ans maintenant. Et ce témoignage est connu. Moi, j'avais découvert cette affaire d'ailleurs en lisant le livre de Deborah Davis en 2007. Et ce témoignage disait, bon, je donne l'exemple, sur l'absence de suivi des animaux, puisque là il s'agissait d'études de cancérogénèse, eh bien certains animaux, à un moment, étaient vivants, 15 jours après ils étaient morts, et 15 jours après ils étaient de nouveau vivants. Donc on voit bien effectivement qu'une étude, des gens qui travaillent dans des conditions pareilles, autre exemple, étude de cancérogénèse, on prenait les animaux, et on enlevait les tumeurs et on les remettait dans l'expérimentation, ce qui est une méthode extrêmement grossière pour diminuer effectivement le taux de cancer. Donc on voit bien des conditions tout à fait invraisemblables, et la conclusion de Jacqueline Verrette était que les études menées dans des conditions n'auraient jamais dû faire l'objet de validation, et néanmoins, l'EFSA, en 2013, nous ressort ces études en disant
Ah ben on les a retrouvés, l'industrie a bien voulu effectivement nous les envoyer parce que la polémique au départ était donner effectivement les résultats, et l'agence européenne avait répondu on n'a pas les documents. Donc maintenant ils sont trop contents, on a trouvé les documents, ils sont tout aussi catastrophiques, mais néanmoins, et donc c'est sur cette base-là que la dose journalière admissible continue d'être calculée. On voit bien que là, que faire face à un tel déni, une telle violation des principes de... Bon, là, je n'ai pas le temps de détailler les 22 pages de critiques. Que faire quand nous sommes allés quand même, précisons les choses, à Bruxelles, invités par l'EFSA. Donc j'ai présenté un PowerPoint dans lequel il y avait marqué la fraude de l'EFSA. Et on m'a dit merci, on a écouté poliment ce que j'ai dit, après on a dit orateur suivant. Dire à une agence, vous faites une fraude, la réaction logique devrait être de dire mais monsieur, on va vous expliquer que vous racontez des histoires et on prendre à témoin l'assistance. Non, pas du tout, c'était, voilà, chacun, je n'étais pas le seul d'ailleurs, il y a un expert anglais qui est intervenu de la même façon, Morando Sofriti de Ramazzini, puisque on dispose d'études publiées depuis 2005 qui montrent des effets cancérogènes. L'autre élément fort du dossier, 3 études publiées dans les meilleures revues, notamment Environmental Health Perspectives, qui montrent que sur la souris et chez le rat, la consommation d'aspartame induit leucémie et lymphome. Il se trouve qu'en 2012, les Américains ont publié l'étude de Skernhammer, donc étude sur plusieurs milliers de personnes qui montrent effectivement un excès de leucémie et de lymphome lié à la consommation de boissons light. Et là aussi, l'EFSA répond, le panel ne considère pas cette étude comme étant pertinente. Au nom de quoi? Aucune explication. Donc on voit bien, je pourrais détailler encore plus, mettre d'autres éléments, mais on voit bien l'enjeu, effectivement, de la déontologie d'expertise et du lien avec l'alerte. Aujourd'hui, un salarié de l'EFSA qui prendrait la parole aujourd'hui prendrait un certain nombre de risques. De la même façon, un salarié de l'ANSES. Et là, je suis très heureux, effectivement, que Pierre Lecoq soit là, parce qu'on va avoir une discussion. Il est là? Il n'est pas là, non, il est malade. Ah bon, eh ben, c'est dommage qu'il... Mais on aura la discussion quand même, puisque dans le communiqué de presse, nous avons demandé effectivement qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire au niveau européen et au niveau français. Nous avons une agence, l'ANSES, qui a été sollicitée par l'EFSA. J'ai assisté effectivement à l'intervention de l'ANSES, il n'y a pas un mot sur cette fraude. Alors que j'ai envoyé, moi en tant que président du réseau environnement santé, régulièrement des lettres à l'AFSA puis à l'ANSES, où je reprenais, personne ne m'a répondu en disant « Monsieur, vous racontez n'importe quoi hein ». Et donc, on a une agence nationale qui a fait un progrès considérable en changeant effectivement sa logique sur la question du bisphénol A. Ça ne s'est pas fait spontanément, il a fallu effectivement mettre en cause, et je pourrais y revenir d'ailleurs, les processus d'expertise à ce niveau-là. Et là, on a une agence nationale qui ne prend pas la parole à partir effectivement de ce qui forme aujourd'hui les données scientifiques sur le sujet. Pour quelles raisons? J'aimerais bien le savoir. Alors, le comité de déontologie qui existe, mais je sais qu'il y a une membre éminente qui est ici, j'ai envoyé effectivement, j'étais pas auditionné officiellement, hein, puisque c'était un peu informel. J'ai signalé cette question-là, j'ai envoyé notamment à Patrick Legrand les éléments de la fraude, constitutifs de la fraude. Et pour l'instant, je n'ai eu aucun retour. Alors je suis un peu surpris de voir que le... Pardon? Alors on va saisir officiellement, oui, mais enfin, il y a l'autosaisine possible aussi. Mais on va formaliser les choses. On va formaliser les choses pour voir comment le système fonctionne ou dysfonctionne. La question est dans le débat public depuis plusieurs années. Hein. Le comité de déontologie aurait pu lui-même se réagir par rapport à ça. Et donc, on va le mettre sur la place publique et on va voir comment les choses vont se évoluer. Mais en tout cas, on voit bien sur cet exemple-là, qui est quand même gravissime, parce qu'il s'agit effectivement de la protection de millions de personnes, et notamment la protection plus spécifiquement de la femme enceinte et donc du fœtus, puisque les études de Ramazzini montrent que l'effet est plus important lorsque les animaux sont exposés pendant la gestation. Eh bien, on voit bien l'enjeu effectivement du lien entre alerte et expertise, l'enjeu effectivement d'avoir une déontologie de l'expertise qui fasse l'objet de recommandations, hein, et plus que de recommandations, de règles. La première règle devrait être effectivement qu'une expertise ne doit prendre en considération que des données publiées dans la littérature scientifique.
Ça doit être la première règle. Eh bien, cette règle-là n'étant pas formalisée, on a aujourd'hui le n'importe quoi, je vous l'ai expliqué, par rapport à l'aspartame. Je citais le cas du bisphénol A, qui est aussi tout à fait instructif de ce point de vue-là. On a aujourd'hui une agence européenne qui continue d'expliquer, comme l'ensemble des agences au niveau mondial, sauf l'agence française d'ailleurs, qu'il n'y a aucun problème, puisque les études menées selon les bonnes pratiques de laboratoire ne montrent pas d'effet. Il se trouve que les bonnes pratiques de laboratoire, c'est un protocole qui a été mis en place dans les années 78, justement pour essayer de faire face à des questions de fraude d'ailleurs, mais qui est resté calé sur les critères de 1978. Donc il laisse passer l'essentiel des effets, et notamment les effets observés à faible dose. Donc 95% de la littérature, c'est tout le travail qu'on a fait en tant que réseau environnement santé, ça a été d'analyser cette littérature. On en est à près de 900 études actuellement. Donc j'ai envoyé tous les 3 mois à Roselyne Bachelot à l'époque, Jean-Luc Borloo et la directrice de l'AFSA, plus de l'ANSES, la veille scientifique sur le sujet en disant voilà, il donnait la littérature, 95%. La littérature montre des effets. Ça n'est pas spontanément que l'AFSA a changé, c'est parce qu'effectivement, il y a eu mise en cause et convocation devant le Parlement, qu'à ce moment-là, effectivement, les choses ont changé. Mais l'agence européenne, elle, continue d'affirmer effectivement qu'il n'y a aucun problème, là aussi, avec donc un problème qui est posé, qui est quelle évolution au niveau de la situation française. Je pense qu'il y a urgence, effectivement, que le comité consultatif soit mis en place, mais je crains que ce soit insuffisant. Je pense qu'on a besoin d'une haute autorité, d'une agence qui ait une capacité d'initiative, une capacité de sanction, de façon à ce qu'effectivement ces règles soient formalisées et appliquées. Donc les deux étapes sont évidemment nécessaires. Et puis il y a l'enjeu européen. Combien de temps encore va-t-on avoir cette agence européenne qui dysfonctionne? On verra, je pense, tout à l'heure, avec l'intervention de CEO, le problème des conflits d'intérêts, parce que cette agence dysfonctionne, ce n'est pas un problème de personne, c'est effectivement une infiltration, une mainmise, plus exactement, une mainmise des intérêts économiques sur l'EFSA, et les experts que l'on a en face de nous sont effectivement des gens. J'ai participé d'ailleurs, invité, là aussi, en mois d'octobre dernier, à Parme, à une réunion soi-disant de discussion avec les parties prenantes. C'était un peu la recette du pâté d'alouette. Il y avait effectivement le cheval de l'industrie, les représentants de l'industrie agroalimentaire qui étaient tous là, et il y avait quelques représentants associatifs qui essayaient de plaider effectivement la cause de l'intérêt général, et on était noyés dans cette discussion, et j'ai réexpliqué bisphénol et aspartame, et ça n'a strictement eu aucun effet. Et donc l'EFSA continue de dysfonctionner en donnant l'impression qu'elle parle du point de vue de la science. Donc là, il y a un enjeu européen. Il faut effectivement là aussi que le Parlement européen se saisisse de cette question, parce qu'on ne peut pas continuer à gérer au cas par cas ce type de questions. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire effectivement sur l'importance, parce que la difficulté a été, je crois que beaucoup de gens n'ont pas forcément compris au départ pourquoi nous avons historiquement mis l'accent sur la question de protection des lanceurs d'alerte santé-environnement de façon distincte en fait des lanceurs d'alerte éthiques. Il était nécessaire, je pense, moi j'ai défendu cette position, d'avancer séparément, quitte à ce que maintenant peut-être on raisonne dans un regroupement. Il fallait avancer sur cet aspect-là, parce qu'il était important de faire le lien entre la protection des personnes et la protection des processus. Il y a alerte lorsqu'il y a déficit d'expertise. Alors les processus ne sont pas les mêmes, évidemment, dans les cas de lanceurs d'alerte éthique qui constatent une corruption dans la fonction publique ou une banque véreuse. Et puis un processus d'expertise sur le bisphénol. Donc il y a besoin effectivement d'avoir des entités distinctes. Peut-être faut-il maintenant, aujourd'hui, repenser un ensemble pour couvrir l'ensemble des champs. Mais il était nécessaire, je pense, historiquement, d'avoir cette phase, de gérer ces questions séparément. Voilà, merci. Merci André. Alors, troisième oratrice, Marie Blanin, qui va nous parler des difficultés à faire passer la loi concernant la protection des lanceurs d'alerte.
Alors moi, je vais vous faire de l'anecdotique, mais c'est de l'anecdotique très, très instructif sur le fonctionnement des lieux de la démocratie dite directe. Alors, cette petite proposition de loi d'origine parlementaire, c'est quand même la première proposition de loi écologiste à avoir abouti. Parce que vous verrez beaucoup de gens qui disent « j'ai déposé une loi », bah ouais, c'est inscrit, c'est imprimé, et puis ça peut rester comme ça 200 ans. Hein. Après, il faut que votre groupe, il l'inscrive à l'ordre du jour, dans ce qu'on appelle vulgairement des niches. Et là, les places sont chères quand même, donc il y a beaucoup de com sur les lois déposées, mais elles ne vont pas à l'ordre du jour. Après, il y a un truc, c'est de l'inscrire à l'ordre du jour dans une niche trop petite. Alors on en débat, on fait des moulinets, et puis on ne va pas jusqu'au vote. Et on fait « Ah, dommage, cette loi n'a pas été votée ». Mais là, il faudra avoir l'honnêteté de dire « Mon groupe l'a déposée dans des conditions qui ne permettaient pas qu'elle fût votée ». Donc vous avez plein de lois de com en ce moment, la veille des municipales, contre les Roms, tout ça. Mais c'est tellement infamant et anticonstitutionnel que les gens qui déposent ça font en sorte qu'on n'aille pas jusqu'au vote, etc., etc. Et celle-là, elle a fait sa navette, lue au Sénat, lue à l'Assemblée, lue au Sénat. Elle n'est pas retournée à l'Assemblée puisqu'il y a eu un vote conforme. Donc quand les deux assemblées votent le même texte, c'est pas la peine qu'elle soit relue une 4e fois. Elle a été déposée en août 2012 et la fin de son histoire, sa promulgation, c'est en avril 2013. C'est un délai assez appréciable. C'est pas long pour une loi de la République, ça va, elle n'a pas traîné. Et je précise que bien qu'elle ait été votée, nous ne crierons victoire que quand fonctionnera, je ne dis même pas quand sera installée, quand fonctionnera la fameuse commission de déontologie, recours des lanceurs d'alerte et veille sur l'indépendance de l'expertise. Le décret a été annoncé pour le mois de décembre 2013, c'est bien, c'est maintenant. Néanmoins, je ne suis pas pressée que ça sorte si c'est pour sortir mal. Et cette fameuse commission, dont nous regrettons déjà que ce ne soit pas une vraie haute autorité indépendante, je ne souhaite pas qu'elle soit raccrochée au ministère qui s'en est le mieux occupé, le ministère de l'Environnement. Pour une raison très simple, c'est que ça va être l'instance d'appel, de recours de gens qui dépendent de la santé, du social, de la recherche. Imaginez dans la République un ministère qui ferait le gendarme sur les autres. C'est pas possible. Donc il faut que ça soit auprès du Premier ministre. Et ça demande un petit peu de temps. Alors, quelle est l'origine du texte ? Le texte est d'origine associative et militante à cause des expériences douloureuses de nombreux chercheurs, habitants, riverains, experts ou experts d'usage. Bien sûr, il y a André, mais il y a plein de gens, Ménéton, Bellé, Serralini, Lapides. Moi, j'ai une pensée émue pour une dame qui n'est absolument pas du milieu de la recherche, qui s'appelle Denise Schneider, qui était la femme d'un ouvrier à côté de l'usine de métal blanc, dans un petit village près des Ardennes, Bourg-Fidèle, où le maire protégeait la seule usine qui recyclait des batteries, qui rejetait du plomb sur tout le village, avec un seul médecin généraliste qui disait aux enfants qui avaient des problèmes d'acquisition scolaire, les parents boivent, les enfants trinquent. Hein, et qui éloignait toujours le vrai diagnostic et tout ça. Cette femme s'est battue seule au point d'avoir une nuit rouge où les ouvriers sont venus mettre des batteries et mettre le feu aux portes des maisons de l'association qu'elle avait constituée. Une nuit rouge dans un village avec des incendies, avec les pompiers. Et elle n'a pas été sauvée par les chercheurs, elle n'a pas été sauvée par nos associations, elle n'a pas été sauvée par le politique, elle a été sauvée par la télévision, par une émission d'une femme, j'arrive plus à trouver son nom, cette femme qui fait du people, qui entretient les gens, qui fait de la psychanalyse sur divan, Mireille Dumas. Elle est passée à la télé avec Mireille Dumas, et hop, son truc est devenu connu. Mais cette femme-là, elle a quand même appris ce que c'est que la chélation, ce que c'est que les ions, ce que c'est que la langue allemande pour avoir recours à des experts allemands et tout ça.
Et c'est devenu une vraie pro, quoi. Une vraie contributive à la science et à la lutte aussi. Et on l'a accompagnée en justice avec l'avocate Tessonnière. Elle a perdu en première instance, elle a gagné en appel. Mais ce fut un long combat douloureux, elle en est meurtrie à vie. Donc au nom de tous ces lanceurs d'alerte-là, on pouvait bien se bouger au Parlement et faire quelque chose. On a fait un colloque à l'initiative d'André, c'était en mars 2008. C'était Sciences citoyennes qui l'avait porté. Le thème, c'était indépendance de l'expertise et protection des lanceurs d'alerte. Et la douleur des lanceurs d'alerte a été telle dans les successions d'interventions à la tribune qu'on n'a pas parlé de l'indépendance de l'expertise. Il aurait fallu faire un deuxième colloque sur l'indépendance de l'expertise. On n'a travaillé que sur les lanceurs d'alerte. Ensuite, je vous rappelle quand même que dans le Grenelle, dans le petit groupe qui s'occupait de la santé, la promotion d'un statut des lanceurs d'alerte avait été dans les revendications admises. Au Parlement, moi j'ai fait toute l'étude sur l'amiante, l'histoire de l'amiante, sur les éthers de glycol, sur la fameuse pandémie grippale et l'origine de cette vaccination massive imposée à toute la population. Et j'ai suivi aussi les prothèses PIP, le diagnostic sur tous les dispositifs médicaux. Et puis, vous avez tous aussi été informés sur les irradiés d'Épinal. Et à chaque fois, on a la traçabilité parfaite des instances officielles, grassement payées, qui ne bougent pas, ou qui disent que ce n'est pas dangereux, et de lanceurs d'alerte sans moyens, pauvres, vulnérables, qui disent la vérité longtemps avant. Et donc, de la santé, de l'argent, du bien-être social, tout ça perdu, parce que vous avez des institutions qui résistent à la vérité. Donc, on a toujours ce mécanisme-là. Donc, on était très à l'aise, on avait enfin un groupe écolo, on avait des niches, on dépose une loi et on est content. Et ça va aller tout seul, puisqu'on est vert et qu'on fait partie d'une majorité de gauche. Et alors, c'est là que le président du groupe socialiste, Rebsamen, me dit « Moi, président du groupe socialiste, cette loi ne verra jamais le jour. Nous, on ne la votera pas. » Ah bon? Ben non, on ne la votera pas parce que la priorité, c'est l'emploi et la croissance. Hein, on ne va pas faire chier les patrons. Bon, d'accord, ça commence très fort. Les communistes lisent méticuleusement notre truc et ils disent « Ah, mais c'est très bien, mais ça fait de la concurrence au CHSCT. » Et donc, c'est embêtant pour les syndicats. Et donc, franchement, on va regarder ça de près, mais ça ne nous plaît pas trop. Et puis, toute la droite, bien sûr, qui dit non. Et au milieu, il y a un groupe qui s'appelle le RDSE, c'est les radicaux de gauche et de droite mélangés. Et là, ils demandent quand même à quelqu'un de compétent pour savoir ce qu'il vote. Ils demandent à Chevènement. Et Chevènement, il fait la science, lanceur d'alerte, l'obscurantisme, et on ne votera pas. Eh bien, c'était bien parti. Mais c'est pas grave, le Parlement, vous savez, dans notre République, il n'est pas très solide. Donc, quand on a l'appui des ministres, tout va bien. Donc, on va voir Marisol Touraine pour la santé. Et Marisol Touraine, elle nous dit, écoutez, j'ai d'autres soucis en tête, mais enfin, sachez quand même qu'il y a le Conseil de l'ordre pour les médecins. Donc, tout va bien. Elle n'a pas compris la question. C'est pas grave, on va aller voir le voisin. On va voir Geneviève Fiorasso. Geneviève Fiorasso, elle dit, oh ben, écoute, moi, je vais devoir faire une grande loi sur la recherche. J'ai pas envie de me mettre mal avec les institutions qui font de la recherche et les chercheurs, qui en ont marre qu'on les conteste. En conséquence, je ne vois pas ton texte avec enthousiasme. D'accord. On va voir Michel Sapin, ministre du Travail, parce que ça modifiait le Code du travail. Et Michel Sapin, il dit, moi j'ai une priorité, c'est les négociations sociales, il ne faut surtout pas faire de brouillage pendant que je fais des négociations sociales. Or, ça touche au Code du travail. Si tu touches au Code du travail pendant que moi je fais des négociations sociales, tu fous tout par terre. Wow. Donc, on va voir Hérault. Et là, Hérault, il dit, une haute autorité de plus, c'est terminé. La République en a marre de ces usines à gaz. On vient de faire un rapport qui énumère toutes les hautes autorités et ce qu'elles coûtent à la République. Désormais, nous ne ferons plus aucune haute autorité. C'est terminé. Et Barthelone fait d'ailleurs des déclarations en même temps à l'Assemblée nationale sur le sujet. Donc on se dit, bah, on est mal parti. Pour vous consoler, je peux vous dire que depuis qu'on a voté notre loi sans haute autorité,
ils ont déjà fait naître 3 autres hautes autorités. Une pour surveiller les budgets des collectivités, une autre... Enfin, bon, voilà. Donc, ça leur a pas fait peur. Mais voilà, je vous donne le contexte. Et c'est une petite nana qui s'appelle Delphine Batteau, qui était ministre de l'Environnement, qui dit, écoute, ça va être très difficile, mais je veux bien m'y coller. Et elle va faire le travail avec nous, d'aller travailler avec les cabinets de tous les ministres dont je vous ai parlé des bonnes attentions qu'ils portaient à notre égard. Et peu à peu, on va essayer de tricoter qu'à an quelque chose d'acceptable. Je dois signaler qu'en désespoir de cause, j'étais allée au cabinet de Hollande et j'avais rencontré le professeur Lyon-Camp, qui avait fait une émission sur France Culture qui s'appelait l'expertise manque de gendarmes. Et donc, ça avait permis d'obtenir quand même un soutien là-dessus. Donc, le texte, maintenant avec la nouvelle constitution, on l'a écrit. Il part dans la commission du développement durable. Et là, on dit qui est-ce qui veut être rapporteur. Le rapporteur, c'est celui qui va transformer le texte pour qu'il arrive dans l'hémicycle. Aucun volontaire. Traditionnellement, quand on fait une loi d'un parti de gauche, le rapporteur peut être d'un autre parti. Comme ça, on monte le soutien. Personne. C'est Ronan Dantec, écolo, qui a dû s'y coller. Commission des affaires sociales, on touche au code du travail. Qui est-ce qui veut y toucher? Tout le monde qui regarde ses chaussures? Personne. C'est Aline Archambault, une écolo, qui a dû s'y coller. Donc ça faisait vraiment la loi écolo, quoi. Ça fait pas le grand consensus du Parlement. Ça arrive dans la commission, Ronan Dantec fait son travail, et là, les communistes, ils étaient absents le jour du vote, les socialistes, les rangs étaient clairsemés, les quelques de droite, ils votent contre, et puis voilà. Et puis le texte sort avec un avis défavorable de la commission. C'était très très mal parti. Alors là, il y a un événement extérieur. Il y a Le Monde qui, au lendemain du mauvais débat de Obama, son premier mauvais débat de campagne électorale, sur la couverture sort Obama, premier débat pas terrible, et à côté, une loi sur l'expertise et les lanceurs d'alerte, et à l'intérieur, une grande page là-dessus de M. Foucard. Et là, nos collègues, dans les couloirs ici, se mettent à nous dire bonjour. C'est comme ça que ça marche, le politique. Et ils se disent finalement, ils sont plus puissants qu'on croit. Hein. Ils ont réussi à faire sortir une page dans le Monde. Hein. C'est pas vrai, on n'avait pas du tout... Mais ça a été, je le dis, déterminant. Bon. Alors, Ronan Dantec, qui est notre rapporteur, il adopte une attitude militante. Il maintient le texte malgré l'avis favorable dans la commission, mais il adopte une attitude pragmatique. Il dit « passera jamais ». Donc, on va essayer de gommer ce qui ne va pas. Du coup, on a perdu la haute autorité indépendante, ça devient une commission consultative. Les cellules d'alerte sanitaire et environnementale sont supprimées parce que ça concurrençait les CHSCT, c'était une demande des syndicats. La rédaction de la partie sur le statut de lanceur d'alerte reprend la rédaction prévue par la loi Bertrand, puis c'était sur le domaine de la santé, suite au scandale du Mediator. Et il y a un petit pataquès sur l'anonymat, parce que j'ai bien entendu Nicole Meyer qui parle du droit à l'anonymat, mais la rédaction initiale était maladroite, et cette rédaction parlait d'un devoir d'anonymat. C'est la possibilité d'anonymat, la garantie de confidentialité. Non, mais j'entends bien ce que vous voulez, mais ce qui était rédigé a semé une confusion, parce qu'on avait l'impression que le lanceur d'alerte, une fois qu'il avait lancé son alerte par la bonne procédure de notre loi, devenait interdit de communication à la presse. Ce qui posait un vrai problème de liberté individuelle. Et c'est ce qui a fragilisé cette proposition. Quelques points positifs: élargissement du droit de saisine aux établissements publics ou d'enseignement supérieur. À la veille du passage, on s'est fait une conférence de presse. Je remercie André d'avoir été présent et pédagogue, le soutien de l'urgentiste Pelou, les messages de vélo, Ménéton, etc. On arrive dans l'hémicycle avec la version atténuée, en se disant « ça va passer ». Et là, ça passe avec 173 voix pour, 167 contre, uniquement parce que des gens de droite centriste, dont Madame Joanneau,
trahissent leur groupe, si on peut dire, et disent non, c'est vraiment une loi chouette, je la vote, quoi. Mais s'ils n'avaient pas fait le pas, ça ne passait pas. Plus quelques-uns par relation de Jean-Vincent Placé qui, entre copains amicaux de territoire, disent bon, allez, je vais faire pipi à ce moment-là, je vote pas. Et du coup, ça fait des noms en moins. Et ces noms en moins permettent de faire passer le texte. Donc on était très contents, d'autant que Aline Archimbaud avait amélioré le texte et qu'elle avait donné du pouvoir au CHSCT et aux syndicats pour réclamer des formations quand il y a une alerte comme ça, une contamination, pour avoir des formations payées sur le sujet, pour devenir de vrais experts capables de militer. Donc on était contents de cette partie-là. Ça part à l'Assemblée ils font un autre choix, ils le mettent à la Commission des Affaires sociales, et là, Sapin intervient, il est auditionné, et il dit ça va pas du tout, les droits à la formation des syndicats, vous me foutez le bazar avec les patrons, dans les négociations paritaires, etc. Si vous retirez pas ça, le groupe socialiste de l'Assemblée ne votera pas votre texte. Et donc, cette partie formation, qui était un bel acquis, est enlevée. On avait essayé d'écrire la responsabilité sociale, environnementale et sociétale des entreprises à l'article 16A. On avait pensé que personne ne le verrait. Eh bien, à l'Assemblée nationale, ils l'ont vu et ils l'ont retiré. C'est voté chez eux à l'Assemblée. Les socialistes tout seuls ont la majorité, d'ailleurs. Ça revient au Sénat. Au Sénat, on aurait pu se battre. On aurait pu remettre la haute autorité. On aurait pu remettre la formation des syndicats. On aurait pu remettre la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et on aurait été des gens honnêtes, glorieux, mais on n'aurait pas de loi. Voilà. Donc la loi insatisfaisante qui est là, elle n'est pas nulle, rassurez-vous, elle est bonne, c'est une avancée sérieuse. Mais on l'aurait aimée plus belle, avec une vraie haute autorité, n'a été obtenue qu'au prix de concession. Et je termine en vous disant que ça n'a pas été une loi de conviction, ça n'a pas été un texte d'adhésion d'une majorité de gauche ou bien d'un hémicycle, ça a été une loi concédée aux écologistes parce qu'ils sont des partenaires et qu'on ne pouvait quand même pas faire ça à Blandin depuis le temps, elle a présidé une région, nanani, nanana. Et c'est pas glorieux ce genre d'itinéraire, c'est pas glorieux du tout. Mais on m'a demandé comme thème histoire d'une loi, difficulté à faire passer une loi, et ben voilà, vous l'avez. Donc il va falloir veiller au grain sur cette commission, veiller au grain qu'il n'y ait pas de nomination contre nature à la tête de cette commission, qu'elle ait des moyens, que les membres soient efficaces, etc. Tout attentisme de qui que ce soit, parlementaire, associatif, presse, etc., fragilise la suite. On est encore au travail, il faut vraiment se bouger parce que c'est un maillon démocratique auquel on tient. Alors, pour la petite histoire, la veille du vote au Sénat est sortie l'affaire Cahuzac. Ça, c'est amusant. Alors là, ils m'ont tous téléphoné. Et pourquoi vous n'avez pas mis la corruption ? Parce que en plus de tous ceux qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas de la loi, il aurait fallu que je vois en plus Cahuzac. Ça aurait été intéressant. Je suis sûre qu'ils auraient été passionnés. Donc évidemment, je ne l'ai pas fait. Autre coup de fil intéressant, un policier, un SMS, je vous appelle dans telle cabine, il y avait encore des cabines, c'est bien, heureusement. Et appel par cabine, de cabine à cabine, bonjour, je travaille à la BAC de Marseille. Ce qui vient d'être dénoncé, les drogues dans le plafond, les liasses de billets dans le plafond, je l'ai dénoncé, je suis à la circulation au rond-point. Voilà. Donc il y a une vraie demande, il y a une vraie demande des gens pour être protégés. Sachez que dans la loi ESR, la loi sur la recherche, on a quand même greffé plein de choses sur les sciences participatives et que les missions des universités seront aussi de produire du savoir à destination et sur demande des associations et des fondations d'utilité publique. L'expertise commandée, l'expertise coproduite est désormais dans la loi. Sachez que Corinne Bouchou, une sénatrice, siège à la CADA. La CADA croule sous les demandes d'accès aux données. Dossier après dossier, c'est une vraie demande démocratique, l'accès aux données. Et sur ce que vous évoquiez, une espèce de protection en miettes des lanceurs d'alerte
domaine par domaine. Le Parlement, régulièrement, à peu près tous les 2 ans, fait des grandes lois de simplification du droit, et ça pourra être un objet, quand on aura des morceaux solides sur la corruption, sur les alertes dans d'autres domaines, ou sur l'alerte sanitaire, de refaire boule avec tout ça, et pourquoi pas de faire naître une haute autorité quand elles seront plus diabolisées comme elles l'ont été. Donc voilà, je vous ai fait de l'anecdotique, mais je vous ai donné à voir la réalité quotidienne pour arriver à faire voter un texte. Alors merci beaucoup donc, à nos 3 intervenants pour ces interventions tout à fait intéressantes. On va donner la parole à la salle pour que les réflexions, remarques puissent commencer. Et puis on va prendre plusieurs remarques, réflexions de suite et ensuite on donnera la parole à la tribune pour des réactions. D'ailleurs vous avez peut-être envie aussi de réagir sur les interventions des uns et des autres. Alors je vois monsieur au fond, monsieur là et ensuite Marie-Angèle. Allez-y. Si vous pouvez juste en un mot dire votre nom ou si vous avez envie de préciser. Je connais un petit peu Marie Meyer qui, dans une autre enceinte, a déclaré que nous venions de vivre une révolution en matière de droit, dans la mesure où la protection des lanceurs d'alerte passe par un renversement de la charte de la preuve. Or, l'intérêt des lois, c'est qu'elles soient appliquées par des juges. Et comment les appliquent-ils? Or, le problème de la charte de la preuve est un élément capital dans un procès, dans une procédure. En l'occurrence, le lanceur d'alerte devrait être protégé en ce sens que ce qu'il dit, c'est à celui à qui il s'adresse de démontrer qu'il a tort, que celui qui lance l'alerte a tort, et non plus que celui qui prétend apporte tous les éléments de preuve, puisque par définition, n'étant qu'un salarié, il n'a pas, la plupart du temps, accès aux données sensibles. Ce point a été qualifié par Marie Meyer d'historique sur le plan du droit. Je le crois volontiers. L'objet de mon intervention, c'est peut-être de fournir une pâture pour un développement en matière de responsabilité des sachants. Alors non pas les sachants du café du commerce, mais les sachants qui sont en fait les responsables dans l'entreprise, ceux qui couvrent les dysfonctionnements. Et là, je voudrais mettre l'accent sur une bizarrerie de notre droit. Le bon sens commun dit qui ne dit mot consent. Les juges n'appliquent pas du tout le bon sens commun. Dans la pratique judiciaire, le bon sens commun n'existe pas. Celui qui se tait n'a même pas le droit, le besoin d'invoquer le devoir de réserve pour en fait avoir le bénéfice du doute. Il se tait, c'est tout. À partir du moment où il se tait, il a raison, bénéfice du doute. Donc, je suggère un second renversement de la charge de la preuve, en ce que, si une sommation est adressée à un responsable hiérarchique, motivé, préparé par un avocat, avec toutes les protections requises pour qu'il ne s'agisse pas d'une action de diversion, à ce moment-là, si le sachant, la personne informée, ne répond pas en justice, renversement de la charte de la preuve, celui qui implique a priori raison, bon sens commun. Au moins faudrait-il que la personne interpellée soit contrainte d'indiquer au juge pour quelle raison, il peut y en avoir, au risque de mort d'homme ou autre, secret d'État, au vrai secret d'État, pas n'importe quel secret d'État. Pourquoi le silence peut être opportun? Il ne s'agit pas du tout de violer les confiances, mais il s'agit d'obliger le taiseux à expliquer au juge pourquoi il se tait. Et au juge, à ce moment-là, de juger si le silence est pertinent. Avec un tel renversement de la charte de la preuve, vous auriez en quelque sorte, pardonnez-moi, c'est un peu pompeux, mais une sorte d'arme fatale. Parce que vous mettriez à égalité le lanceur d'alerte et celui qui détient l'information et qui ne veut pas parler. Or aujourd'hui, vous avez une disproportion flagrante, on l'a évoqué, je me tais. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup. Monsieur Levaux. Jean-Claude Deves, Pacte Civique. Je ferai d'abord un point de clarification par rapport à Mme Beyer. Vous avez parlé d'autorité indépendante et vous avez pris le mot SPC, je n'ai pas bien compris ce à quoi vous faisiez allusion. Service central de prévention de la corruption, qui est un service interministériel, mais qui effectivement fait de la prévention, de la formation, etc., et qui maintenant peut être saisi par tout lanceur d'alerte. Merci. Et donc une question pour Mme Blandin, c'était, vous avez parlé d'un texte militant. En quoi, disons, la société civile a été associée au texte et avec qui vous avez pu travailler comme ONG ou autre là-dessus? Merci. Marie-Angèle? Oui, alors deux remarques. Une pour André Cicolella. Si tu voulais saisir le comité de déontologie, nous n'avons pas de faculté d'autosaisine, du moins pas claire, parce que nous dépendons de deux textes, l'un qui nous l'accorde et l'autre qui nous la refuse. Jusqu'à maintenant, on a préféré ne pas faire trop d'autosaisie, ne pas faire d'autosaisie, tant que les textes n'étaient pas clarifiés. Et ensuite, tu peux parfaitement saisir le président du comité de déontologie, ce qui me paraît beaucoup plus efficace que de saisir Patrick Legrand qui ne vient jamais. Donc, moi, je viens très très régulièrement, le président vient toujours, donc il me semble qu'il faudrait mieux suivre des procédures un peu plus claires que de donner à quelqu'un dont tu ne sais pas s'il est là. Bon, sinon, j'ai une question pour Marie Blandin. Je suis vraiment très frappée dans toutes ces affaires que je suis depuis les années 90 de la manière dont travaille le législateur, qui passe son temps à faire des petits bouts. Je crois qu'on a appelé ça des millefeuilles. Donc on fait un petit bout à un endroit, un petit bout à un autre, c'est pas cohérent. La loi Bertrand, qui est par exemple une excellente loi, au moins avec les limites d'usage, mais enfin qui est plutôt une bonne loi sur l'expertise, pourquoi l'avoir limitée à l'expertise sanitaire, à l'expertise des produits de santé, pardon, sans l'avoir étendue pour tous les domaines où les choses se posent exactement de la même manière, c'est-à-dire tout ce qui est sanitaire et environnemental. Du coup, il faut tout recommencer si on veut élargir à toutes ces autres expertises, et je ne comprends pas, ça prend du temps, ça prend de l'argent, ça mobilise à chaque fois, il faut refaire toute la procédure que vous avez décrite, et on perd un temps absolument considérable. Donc, comment se fait-il qu'il n'y ait pas, au moins chez les parlementaires les plus anciens, les plus aguerris, des sortes de signaux d'alerte qui disent attention, on fait là quelque chose d'intéressant, mais qui est complètement partiel, et il faut prendre éventuellement plus de temps, mais le faire d'une manière cohérente dans l'ensemble du système qui a vocation à appuyer. Donc là, moi j'avoue que je ne comprends plus du tout la manière dont fonctionne le législateur, ce qui est pour un chercheur en droit un peu ennuyeux. Merci beaucoup. On va donner la parole pour des éléments de réponse. Marie-Ménia, vous voulez répondre? Je vais peut-être commencer parce que, comme je l'avais dit au début, nous définissons vraiment la corruption comme le détournement à des fins privées d'un pouvoir délégué, et ça traverse tout le champ de l'activité humaine, c'est-à-dire effectivement corruption financière, sciences, santé, environnement. Nous ne faisons absolument pas de différence. Vous voyez, corruption, c'est pas corruption financière. Corruption, c'est détournement à des fins privées d'un pouvoir délégué. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et par ailleurs, de la même façon, l'alerte éthique, c'est toute l'alerte, c'est-à-dire c'est l'alerte, c'est le signalement d'un acte illégal, illicite ou dangereux pour autrui, touchant un intérêt général. Ce qui signifie qu'on recommande effectivement une loi globale, complète, robuste, simple et solide, qui immédiatement définissent toutes les alertes. Et je vous rappelle que nous avions dit effectivement, enfin je pense que j'avais rappelé à quel point le champ était ouvert, parce que si on devait maintenant légiférer, en fait nous recommandons crimes et délits, erreurs judiciaires, atteinte à la santé, la sécurité ou l'environnement, abus de pouvoir, usage illicite des fonds et biens publics, graves erreurs de gestion, conflit d'intérêts et dissimulation des preuves afférentes. Et vous avez donc des pays qui sont capables de faire une loi où ils mettent tout d'un coup.
Ce qui évite, nous avons déjà aujourd'hui 6 lois. Alors on part, vous l'oubliez toujours, mais on part de la loi sur la corruption, la loi du 13 novembre 2007, c'est le premier corpus. Donc je veux dire, la loi Bertrand reprend exactement la loi qui protégeait les faits de corruption au secteur privé 2007. 2011, la loi Bertrand. On reprend le même corpus, mais on décline et on met effectivement cette fois-ci les produits, la sécurité. Attendez, qu'est-ce que c'est? Merci, voilà. Je veux dire. Ensuite, vous avez donc la loi du 16 avril. On reprend la même chose, mais on ajoute un certain nombre de choses, ce qui est effectivement intéressant. On ajoute les mesures d'intéressement et de distribution d'actions. On ajoute la possibilité, peut-être par amendement, de saisir un journaliste, mais l'amendement est en cours, puisque dans le préambule de la loi du 16 avril, on dit que l'information, peut être rendue publique. Et ensuite, dans le cours de la loi, on dit, comme la loi Bertrand et la loi corruption financière, on dit seulement employeurs et autorités judiciaire et administrative. Donc on a déjà ce hiatus entre le préambule de la loi et l'article dans le Code du travail. Et un amendement en cours qui passe par les sources journalistiques va rajouter la possibilité dans la loi Blandin de saisir la presse. Et on est en cours, cet amendement est en cours actuellement. Mais donc, troisième loi française, petit morceau, on ajoute la presse qui jusque-là n'était pas apparue et qui a disparu entre le préambule. Quatrième loi française, le conflit d'intérêts. On légifère pour le conflit d'intérêts et là, on peut saisir l'autorité chargée de la déontologie légalement ou une association de lutte anticorruption. Cinquième loi française, vous avez cette fois-ci une loi qui est déclinée dans le Code du travail. Toutes les autres sont seulement dans le Code du travail. Là, vous avez le Code du travail et la fonction publique et on protège enfin, ce qui aurait dû être la toute première, le signalement des crimes et délits. Enfin, imaginez un pays où le signalement des crimes et délits n'est pas protégé et où l'agent public n'est pas protégé s'il signale des faits de corruption dans tout domaine ou crimes et délits en général. Mais il a fallu 5 lois et il y en a une 6e en cours au lieu effectivement de faire une grande loi. Alors pourquoi? Premièrement, c'est une réflexion qui en Europe est venue tard et je dirais que vous avez vu qu'elle date des années 2000. En France, je crois qu'il y avait quand même un niveau de tolérance assez élevé à la corruption. Je suis navrée de le dire comme ça, on n'est pas les seuls, hein, je veux dire. Mais je pense qu'il y a eu une fenêtre de tir par la santé et l'environnement, parce que les gens ont été beaucoup plus touchés par le fait de pouvoir être en danger dans le domaine de la santé et de l'environnement, et qu'ils n'ont pas vu à quel point la corruption financière ou traversant tout le champ d'activité délite les institutions, la société comme les âmes, c'est-à-dire à quel point elle est dévastatrice, combien de ravages elle fait et combien elle accroît chez nous les inégalités et la pauvreté, comme partout ailleurs. C'est maintenant la série de crises financières, climatiques et environnementales, c'est cette accumulation de crises qui fait que tout le monde commence à comprendre combien la corruption globale est dangereuse. Voilà. Mais on a commencé par... On y est allé effectivement tout doucement, tardivement et de façon fragmentaire. Sur la coélaboration avec la société du texte, d'abord il y a eu plein d'ateliers avec justement ces fameux lanceurs d'alerte concernés. Je parle de l'élaboration initiale parce qu'après il y a tout le travail du rapporteur qui fait des auditions et qui a auditionné tous les gens concernés, y compris les gens hostiles, hein, comme le MEDEF, etc. Il y a eu aussi le travail avec Corinne Lepage, puisqu'elle avait rendu son rapport sur une autre façon, justement, que la société puisse participer à l'expertise et tout ça. Toutes les associations du Grenelle, dont je dois dire que certaines n'étaient pas très motivées sur le texte, hein, celles qui s'étaient impliquées dans l'environnement, tout ça, bon, c'était pas l'urgence absolue, quoi. On était plutôt trame verte et bleue. Et puis, moi, j'ai donné de l'argent de ma réserve parlementaire à Sciences Citoyennes pour qu'elle puisse soutenir le travail d'une chercheuse pour élaborer un premier jet du texte. Donc, ça a été jusqu'à payer, quoi. Parce que le financement de la recherche en France est tel
qu'on trouve beaucoup plus de financement, y compris public, pour améliorer la peinture métallisée du nez de l'avion de l'Airbus et décrocher un crédit d'impôt à la suite, que pour faire un texte maillon de la démocratie ou pas, vers un peu plus de transparence. Alors, sur les questions de Marie-Angèle Lermite, sur les petits bouts du législateur, c'est pire encore que ce qu'elle croit, puisque la pertinence d'une haute autorité sur l'expertise et les lanceurs d'alerte a été votée en 2006 dans le Grenelle 2 et n'a jamais été mis en application. Ce qui m'a obligé à refaire un texte. Mais enfin, il y a même des petits bouts qui se perdent. Hein, donc, voilà. Sur pourquoi la loi Bertrand se limite à ça, ben, c'est simple. La loi Bertrand, elle s'appelle « Renforcement de la sécurité sanitaire des produits de santé ». Et tout égarement sur un autre sujet aurait amené le Conseil constitutionnel à appeler ces autres sujets cavaliers et à les faire tomber. Voilà, donc on ne peut pas. Donc Bertrand, il n'avait qu'à envisager autre chose et tout ça. Ça le regarde. Sur l'origine des lois, une loi n'est pas un texte ex nihilo. Il y a les codes, le code rural, le code de l'environnement, le code de la santé. Chaque loi fait des petits morceaux sur chaque article. On retapisse la maison, on ne refait pas les murs. C'est comme ça la loi, c'est comme ça le processus du Parlement. Sur l'origine des lois, elles viennent du gouvernement, elles s'appellent des projets, et lui, il a la possibilité de faire un grand machin, ou elles viennent des parlementaires, elles s'appellent propositions, et on a 4 heures. C'est pas en 4 heures qu'on refait le monde. Donc une cible est plus pertinente. Et enfin, le dernier point sur l'acceptabilité globale et d'étendre à la corruption, il y a toujours quelque chose qui traîne, et on aurait tort de négliger les sciences humaines en France, c'est Vichy, c'est la délation. Et il y avait ça qui planait un petit peu sur certaines rédactions. Donc il faut toujours avoir une grande démarche prudentielle dans la rédaction. Je vais vous donner un autre exemple. Hein. On a besoin d'une loi sur la société numérique, coopérative, créative. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Ils nous font une taxe sur la copie privée, ils nous font la DOPI, ils nous font la réponse graduée, ils nous font des machins. Alors là, c'est encore pire, c'est pas des petits bouts, c'est des confettis. Et on résout absolument pas le problème, ni de la rémunération des auteurs, ni de la coproduction sur Internet et des échanges de savoir. C'est un autre exemple, je suis d'accord, il vaudrait mieux des grands paquets intelligents, sauf qu'on fonctionne presque par effraction. Et ça interpelle l'état de notre République aujourd'hui. André, tu veux rajouter quelque chose ? Oh non, je ne veux pas entamer un débat avec Marie-Angèle, mais simplement, c'est intéressant ta réponse, c'est-à-dire effectivement les comités, parce qu'on a souvent cet argument, mais pourquoi finalement, on a eu cet argument, pourquoi faire une loi alors qu'il y a des comités qui fonctionnent dans chaque agence, il y a une norme, la norme HNOR, NX, je ne sais combien d'ailleurs, et tout ça. Mais on voit bien, votre comité, je ne mets pas en cause un tel ou un tel, hein, n'a pas fonctionné. Sur une affaire comme celle-là, vous aviez la possibilité, peut-être qu'il y a un flou dans les prérogatives, mais vous auriez pu peut-être forcer ce flou, enfin, en tout cas, essayer de dissiper ce flou, et ça n'a pas été fait. Donc, tu ne réponds pas à ma remarque, pourquoi t'adresser à... Ah non, mais d'accord, mais on va le faire. Personne n'est pas au président. Enfin... Non, mais l'objectif était effectivement, sur l'affaire du bisphénol, on a directement interpellé la directrice à l'époque et le directeur après. Et c'est ce qui a fait bouger les choses. Là, puisque là, de fait, ça n'avance pas, on va repasser par l'étape intermédiaire du comité de déontologie, avec l'espoir qu'effectivement ce comité se réunira, et qu'après, effectivement, le directeur, etc. Mais ça, c'est beaucoup plus long, évidemment, on le sait. Et donc, voilà, mais puisque la situation est bloquée par le niveau européen et que l'agence elle-même ne s'autosaisit pas sur la question, eh bien, on va reprendre ce petit fil conducteur. Mais l'explication est celle-là, hein, c'est pas... on devrait logiquement aller beaucoup plus vite sur des violations aussi grossières qu'actuellement. C'est quand même absurde actuellement qu'on soit amené à reprendre le fil, alors que tout ça est sur la place publique et tout ça depuis des années d'ailleurs, hein, c'est pas nouveau. Et personne ne bouge, enfin c'est quand même invraisemblable.
pour clore peut-être sur l'alerte éthique, pardon, pour dire pourquoi il y a eu en fait 4 projets de loi cette année et 4 lois, enfin 3 votées et une en cours, c'est-à-dire comment ce millefeuille s'est précipité en fait en 2013. N'oubliez quand même pas, parce que je l'ai dit, que nous nous étions engagés, tous les pays du G20 s'étaient engagés à avoir mis en place, à avoir voté, promulgué et mis en œuvre avant décembre 2012 des protections pour les lanceurs d'alerte dans les secteurs publics et privés. Donc on était pratiquement les derniers de la classe, puisque tous les pays européens avaient commencé à légiférer. Et ensuite, il y a vraiment eu, je dirais, historiquement, vous avez eu la confluence du Mediator, qui a beaucoup travaillé la société civile, et de Cahuzac, qui a précipité les choses. Enfin, pour parler un tout petit peu de transparency, j'ai rendu un rapport en janvier 2013 qui montrait effectivement à la fois la particularité de la France dans le monde, qui ne protégeait pas crimes ou délits, et qui montrait le retard français. Et nous sommes montés au créneau avec une coordination que j'avais créée depuis 2009 avec 11 ONG, dont la Fondation des sciences citoyennes. Et je pense que ce rapport qui a tourné dans tous les grands ministères, et j'ai eu des réponses de Matignon, j'ai eu des réponses d'un certain nombre de cabinets, dont celui de la fonction publique. Donc les échanges que nous avons eus ensuite et les recommandations que nous avons faites ont effectivement fait que 3 projets de loi ont été présentés par le gouvernement pour tout ce qui était conflit d'intérêts, crimes et délits et corruption financière. Donc voilà, je dirais, il y a aussi des événements, il y a une société civile travaillée, il y a des fondations qui œuvrent, il y a des lanceurs d'alerte victimes, héros malgré eux et dont les vies sont brisées, il faut quand même le voir tel que la situation est. Et ensuite, il y a une confluence des traités internationaux et des accidents et des scandales historiques. C'est pour ça que j'ai dit que nos lois ont été votées tardivement, et effectivement sous la pression internationale et sous l'urgence émotionnelle, donc par effraction, comme le disait Madame Blandin. Pour le renversement de la charge de la preuve, parce que je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup de lanceurs d'alerte, c'est un standard en fait qui a été mis en place par le Public Interest Disclosure Act, donc britannique de 98, mais c'était expérimental, et c'est un standard qui est entré dans les principes directeurs et qui est maintenant reconnu comme un standard international. C'est effectivement rare, parce que ça va contre le fonctionnement de la loi. On a tenu compte du fait de l'extrême vulnérabilité du lanceur d'alerte et du rapport de force qui était effectivement grave contre lui. Et c'est pour cela que le renversement de la charge de la preuve, qui est un peu l'opposé de la présomption d'innocence, c'est bon, pour ça que le renversement de la charge de la preuve est admis comme standard international et est passé dans les lois. Mais je sais qu'en France, ça a notamment posé un problème. Et pour reprendre sur le fait de Vichy, le premier rapport européen du Conseil de l'Europe de 2009 commence par dire la différence entre les pays occupés, qui sont un peu sous ce soupçon. Les pays occupés craignent les informateurs qu'ils assimilent effectivement à des informateurs policiers de régime autoritaire occupé. Et les pays demeurés libres, ils voient le devoir citoyen et civique. Donc c'était la première différence qu'a fait le Conseil de l'Europe, avec tout de même des différences. Alors il faut tout de même voir si on veut utiliser Vichy, parce que on a entendu des députés et des sénateurs ressortir Vichy au moment du vote de la loi. Il faut voir à quel point les choses sont opposées, puisque le lanceur d'alerte parle pour l'intérêt général et il perd tout généralement en parlant, alors que le corbeau vichysois est un lâche qui, sous couvert d'anonymat, a accompli une vengeance personnelle. Alors je pense qu'il faudrait vraiment oublier totalement le corbeau vichysois et ne pas l'utiliser en paravent contre cette avancée démocratique qu'est effectivement le droit d'alerte. Alors, on va reprendre un tour de parole, monsieur. Oui, après, vas-y. Raymond Avrier, je viens de Grenoble, qui est amené à agir dans différents domaines. Je voudrais contester, pour vous poser une question, cette utilisation du terme lanceur d'alerte, donnant un caractère exceptionnel à ce qui devrait être le fonctionnement démocratique courant. Nicole Marie-Meyer a bien dit que le système corruptif
s'entend dans toutes les formes d'altération de la décision publique. Si on prend des événements récents, puisque tout fonctionne à l'actualité, l'altération de l'atmosphère, qu'on appelle la pollution de l'air, s'accompagne d'une altération de la décision publique, puisqu'il n'y a pas de décision publique visant à prévenir les atteintes à la santé, alors que les études épidémiologiques tardives et peu financées en France démontrent que les autorités doivent agir. Il n'y a pas besoin de lanceurs d'alerte qui seraient exceptionnels, il y a besoin d'une citoyenneté active, d'élus qui délibèrent, d'une démocratie délibérative, avant de rajouter de la participation. C'est d'abord faire en sorte que les autorités fonctionnent et que notre démocratie fonctionne. Et donc, juste pour être piquant, et avec une certaine expérience dans le domaine de la corruption, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine des nanotechnologies, où on a une clinique Clinatech à Grenoble qui fonctionne dans le secret militaire du CEA, alors qu'elle fait des expérimentations sur les êtres humains au niveau du cerveau, y compris sur les maladies psychiatriques. Il me semble que nous faisons une certaine erreur à faire émerger ce terme de lanceur d'alerte qui devient donc exceptionnel et qui parfois conduit des personnes à s'auto-proclamer individuellement alors qu'il y a un problème collectif d'action citoyenne. Merci. Oui, Alfred Spira, moi je suis chercheur en santé publique, je ne suis pas juriste. Ce qui me frappe beaucoup dans tous ces débats, c'est que toutes les personnes qui interviennent, d'ailleurs individuellement ou au monde de collectif, sont porteuses d'intérêt. Et que la déclaration des liens d'intérêt, il n'y a pas forcément conflit d'intérêt, mais la déclaration des liens d'intérêt a un statut variable selon les endroits, selon les institutions. Et la publicité de ces liens d'intérêt, si j'ose dire, a un statut encore plus variable. Par exemple, même dans le domaine de la santé, à la suite de la loi Bertrand, où il y a obligation de déclaration des liens d'intérêt, la publicité de ces liens d'intérêt n'est pas systématiquement faite, et la prise en compte de ces liens d'intérêt est encore moins systématiquement faite. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait, quel que soit le processus législatif qui soit suivi, que ce soit une grande loi, mais j'ai bien compris qu'elle ne viendra jamais, soit un saucissonnage comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une espèce de module standard qui se retrouve partout sur les déclarations et la prise en compte des liens d'intérêt? Le Sunshine Act, ça ne fonctionne pas en France, ça ne fonctionne pas du tout en France. Je suis médecin et je sais bien que dans mon milieu, ça fonctionne encore moins qu'ailleurs. J'avais une remarque et une question. La première est une question de droit, adressée à Nicole Marie-Meyer spécifiquement. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'étudier dans quelle mesure la loi portée, je crois, en septembre 2012, dernier par le député UMP Bernard Carayon sur le secret des affaires, s'il y avait un chevauchement éventuel ou un problème éventuel par rapport à cette question de la protection des lanceurs d'alerte, parce que cette loi autorise en fait une entreprise à déterminer, à qualifier tout ou partie en fait de son activité, des documents et de l'information qu'elle détient, par un nouveau label qui s'appelle donc le label secret des affaires, qui est aujourd'hui reconnu en droit au même titre que le label confidentiel défense par exemple, sachant que cette autorité, cette entreprise-là, a toute latitude pour déterminer elle-même ce sur quoi ce label pourrait s'appliquer. Je vous laisse imaginer en quoi ça pourrait poser problème
pour ce dont nous parlons ici, j'attire votre attention sur le fait qu'un processus similaire est actuellement en cours sur la protection des secrets commerciaux au niveau européen. Enfin, j'avais une deuxième remarque, cette fois-ci, concernant l'intervention du premier intervenant sur la responsabilité des sachants. Je souscris abondamment, mais c'est plus qu'une effraction qu'il faudra pour mener à bien un tel problème, parce que ce qui est en jeu ici, c'est le fait pour des individus, la possibilité offerte à des individus de se cacher derrière la responsabilité de l'entreprise, qui est une fiction juridique. On va donner la parole aux intervenants pour répondre et puis conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette session, même si vous voudrez la poursuivre, Marie. Monsieur Spira qui nous invite à ce que les liens d'intérêt soient un peu homogénéisés, respectés dans leur publication, ça sera un des travaux de notre commission de déontologie dès qu'elle sera installée. Mais c'est déjà des recommandations qui sont parvenues à toutes les agences de sécurité sanitaire. En tant que présidente de la commission de la culture, j'ai dû auditionner le candidat Sirota, candidat pour l'INSERM. Il était candidat à son renouvellement. Il a planché devant les parlementaires puisque c'est une proposition du gouvernement et la commission rend un avis favorable ou défavorable à cette candidature. Sirota a fait un exposé complet. Dans les questions des parlementaires, Corinne Bouchoux lui a dit « Et les liens d'intérêt sont-ils bien publiés ?» Et Sirota, candidat, donc en situation de vulnérabilité, dit « Ah mais oui, je suis très fier de vous montrer que tout est en ordre !» Et il sort une énorme liasse de son cartable avec toutes les déclarations des liens d'intérêt et il dit « Bien entendu, on ne l'a pas mis sur Internet, c'est trop chiant, c'est trop fatigant et tout ça. » Et voilà. Et la loi, c'est sur Internet. Donc, vous voyez, un candidat vient devant la représentation parlementaire en disant « Je ne respecte pas la loi ». Voilà. Ça donne quand même une indication. Vous avez raison, c'est un travail à faire. Sur ce que dit Avrier, bien sûr que le collectif est préférable à l'individuel, bien sûr que la société doit se mettre en marche sur elle-même et qu'il doit y avoir citoyenneté active. Enfin, c'est quand même un peu comme le train, quoi. Les mécanos doivent graisser les bogies, le conducteur doit rester éveillé, les aiguillages doivent être fidèles et les passagers doivent signaler tout ce qui ne va pas. Néanmoins, il y a quand même des signaux d'alarme, quoi. Voilà, faut les deux. Alors, pour répondre aux uns et aux autres un peu rapidement, il faut regarder que dans le paquet de lois de transparence suite à l'affaire Cahuzac, la grande loi qu'a portée effectivement le gouvernement, c'était la loi sur le conflit d'intérêts avec la création de la Haute Autorité de la Transparence, et cette loi a été votée le 11 octobre. Donc vous avez maintenant une définition générique du conflit d'intérêts. Hein, donc vous avez une réponse à votre question sur ce sujet. Pour le secret des affaires et le reste, nous allons nous pencher beaucoup sur le secret défense. Hein, je veux dire, le procureur financier et le secret défense, ce sont les deux thèmes, enfin les deux thèmes sur lesquels nous avons beaucoup travaillé cette année. Mais je vais vous répondre. Le travail que nous avons fait sur le devoir de réserve et qui a été fait avant, c'est de reprendre la citation anglaise qui dit « Le devoir de réserve s'arrête là où commence l'iniquité ». C'est-à-dire que jamais un crime ou un délit, tel qu'il est reconnu par la loi, c'est notre position, ne peut en aucun cas et jamais, ça ne peut effectivement, ça ne sera pas couvert sous le thème de secret des affaires ou secret, etc. Donc, merci de me le signaler parce que je ne l'avais pas vu, donc on va plancher plus précisément. Pour le collectif et le lanceur d'alerte, bien évidemment qu'il s'agit d'un devoir citoyen, et voilà. Mais le terme de lanceur d'alerte et le lanceur d'alerte n'est venu, si vous voulez, le droit d'alerte vient pour la protection des victimes. Donc, c'est tout. Nous devrions tous être capables, et nous sommes tous potentiellement capables, en tant que citoyens, de dire en premier lieu ce qui est l'intérêt général et de nous impliquer pour l'intérêt général, bien sûr. Mais comme ceci, c'est l'idéal, et comme nous vivons dans une société qui a été, hélas, dominée par la cupidité dans les dernières années, et à partir du moment où l'argent était la valeur essentielle,
et où certaines valeurs collectives se sont délitées à notre grand désespoir commun, il fallait peut-être, pour les plus vulnérables, ce droit pour les victimes qui est le droit d'alerte.